Catherine Vallée, on m'a présenté tantôt, je suis biologiste, je suis aussi enseignante. Et puis, c'est ça, j'ai fondé la coalition Terrain de golf en transition il y a 2 ans. Donc, j'ai commencé à faire du militantisme environnemental il y a à peu près 2 ans. Donc, c'est ça ici. On essaye de ne pas perdre de minutes. Alors, un peu de contexte. J'ai travaillé dans le développement international, alors je reviens toujours avec l'ONU. C'est ancré dans moi. Alors, Sommet de la Terre de Rio en 1992, je veux juste rappeler que c'était un moment très important. Il y a 3 grandes conventions internationales qui sont nées de ce sommet-là. Je vais en nommer 2 aujourd'hui qui se rapportent à notre territoire. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Alors, je veux juste... je sais qu'on a tendance à mélanger ces 2 choses-là, même si on travaille dans des milieux un peu connexes. Alors moi, je veux juste rappeler ici que pour les changements climatiques, ce qu'on adopte, ce sont des cibles de réduction de GES. Okay? C'est ça qu'on vise, on peut y arriver de toutes sortes de manières. Mais pour la diversité biologique, la seule manière d'y arriver, c'est de conserver du territoire. Et c'est une crise qui est très importante, aussi importante que les changements climatiques. Alors, la prochaine COP, Conférence des parties, va avoir lieu à Montréal, on l'a dit tantôt, en décembre, donc ça s'en vient, ça va être sous les projecteurs, Montréal va être sous les projecteurs aussi. Donc, les nouvelles cibles qui vont être proposées, ça va être protection de 30% des milieux naturels terrestres, 30% de milieux naturels marins, et là, j'ai mis ça en lettres majuscules, restauration de 20% des milieux naturels dégradés. C'est une des cibles les anciennes cibles, c'était 15%, et on n'en parle jamais, ou presque jamais. Donc, là, je l'ai mis assez en évidence. Donc, ça fait partie des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. 2006, le Québec adopte la loi sur le développement durable. C'est un moment charnière. Ici, il y avait un beau petit paragraphe d'introduction aux objectifs que je voulais vous partager. Alors, l'objectif de cette loi-là, c'est de repenser les rapports qu'entretiennent les êtres humains entre eux et avec la nature, est une aspiration que partage un nombre grandissant de femmes et d'hommes. Il pose un regard critique sur un mode de développement qui, trop souvent, porte atteinte à l'environnement et relègue la majorité de l'humanité dans la pauvreté. Le développement durable est issu de cette idée que tout ne peut pas continuer comme avant, qu'il faut remédier aux insuffisances d'un modèle de développement axé sur la seule croissance économique en reconsidérant nos façons de faire compte tenu des nouvelles priorités. Alors, dans cette loi-là sur le développement durable, j'ai retenu 3 principes, il y en a 16 en tout. Les 3 que je veux vous présenter ici concernent la participation citoyenne. Alors, on ne se doute pas, des fois, on oublie de la mentionner, la participation citoyenne, mais elle est un facteur essentiel et important et c'est reconnu internationalement que la participation citoyenne est très, très importante pour l'avancement du développement durable. Donc, dans notre loi sur le développement durable, le principe E, la participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique. Accès au savoir, principe F, très intéressant, ouvrez grand vos oreilles. Les mesures favorisant l'éducation, l'accès à l'information, ça on a beaucoup de difficultés avec ça au Québec, et la recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l'innovation, ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en œuvre du développement durable. Le principe G, les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d'autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée en ayant le souci de les rapprocher
le plus possible des citoyens et des communautés concernées. Donc, la participation citoyenne, c'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui. J'essaie d'en souligner l'importance. Et l'Institut du Nouveau Monde l'a défini de la façon suivante. La participation citoyenne, c'est l'exercice et l'expression de la citoyenneté à travers la pratique de la participation publique, la participation sociale et la participation électorale. La participation électorale, on sait tous ce que c'est. La participation sociale, c'est très large. Ça peut être faire partie de l'association de soccer de sa municipalité, puis ça peut être aussi être un étudiant qui fait les vendredis pour le climat. Donc, ça peut être des grandes mobilisations pour des causes ou des petites actions dans sa collectivité. La participation publique, ça a une définition assez précise et c'est là, ici, que je vais mettre l'accent. Je vais commencer à en parler, puis Yves, il va en reparler tantôt. Alors, la participation publique, c'est l'engagement des individus dans des dispositifs formels régis par des règles clairement établies et ayant pour but l'atteinte d'un objectif formulé explicitement. Ils peuvent être initiés par des institutions publiques, qu'elles soient fédérales, provinciales, régionales ou municipales, ou par des organismes privés, des entreprises, des OBNL, par exemple le BAP, des consultations publiques des ministères, des villes et tout ça. Ça fait partie de la participation citoyenne. La mobilisation citoyenne, c'est une forme de participation citoyenne et ça réfère à l'action de rassembler des citoyens avec leurs compétences, leurs intérêts et leurs valeurs autour de projets ou de causes communes qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie et au développement harmonieux de toute la communauté. Alors, les groupes citoyens pour la protection des espaces verts et des milieux naturels, il y en a beaucoup dans le Grand Montréal. Ils se forment par la rencontre de citoyens qui s'inquiètent de voir des projets de développement faire disparaître les derniers espaces verts dans leur milieu de vie. Donc, des individus qui souhaitent s'impliquer bénévolement pour la préservation de ces milieux se regroupent, se donnent un nom et une mission. C'est comme ça que ça se forme, un groupe citoyen. On a des coalitions de groupes citoyens ici, comme nous, la coalition des terrains de golf en transition. On regroupe 22 groupes citoyens, mais je pense que je vais en reparler plus tard. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens dans les groupes citoyens, pour les espaces verts? Ils veulent 3 choses. La première, ils veulent des espaces verts, des parcs de proximité, à côté de chez eux, des parcs de quartier, pour socialiser et pour le développement sain de leurs enfants. Les enfants ont besoin de bouger, d'aller jouer dehors, d'être dans la nature pour se développer sainement. Les citoyens veulent aussi des grands parcs naturels pour les bienfaits de la nature sur la santé physique et mentale, comme le Mont-Royal, par exemple. Donc, ils veulent ça aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Et ça semble bien de plus en plus ressenti comme une anxiété. Et ils veulent rendre nos villes résilientes au changement climatique et plus saines grâce aux services écosystémiques que rend la nature. Et finalement, il y a tous les amoureux de la nature qui veulent maintenir la biodiversité des écosystèmes. Donc, c'est les 3 choses que les groupes citoyens veulent et demandent. Les groupes citoyens, c'est généralement constitué d'un noyau très actif de gens qui y mettent des centaines d'heures. D'habitude, il y a entre 3 et 10 personnes en moyenne. Et d'autres membres viennent fournir une aide occasionnelle. La maman avec 3 enfants, hein? Elle ne peut pas être là tout le temps. Alors, ça, on parle de quelques dizaines de personnes dans un groupe citoyen. Mais les groupes citoyens ont un grand rayonnement dans leur communauté. Donc, un plus grand nombre de citoyens participent à des soirées d'information, des événements, des manifestations, donnent leur avis ou nous appuient sur les réseaux sociaux. Là, on va aller chercher des centaines d'appuis, comme ça, des centaines de participants. Et lorsqu'on fait une grande mobilisation et qu'on va cogner aux portes, on est capable d'aller chercher des milliers de signatures d'appui de nos concitoyens pour une cause de préservation des espaces verts. Et c'est très facile, en fait. C'est très long pour les gens qui le font.
Mais moi, dans ma ville de Candiac, j'ai cogné à 100 portes pour préserver le golfe, dans un secteur qui était loin du golfe, puis j'ai eu 98 signatures sur 100. On était très loin du golfe. Donc, les gens, c'était clair que c'est une grande volonté des citoyens. En terrain golf, en transition, j'ai dit tantôt, c'est une coalition de 22 groupes citoyens. Depuis janvier 2001, nous avons formé des corridors de communication entre nous, mené plusieurs actions conjointes pour sensibiliser et influencer nos élus, participation aux séances des conseils de ville et de la CMM, envoi de lettres aux élus, participation à des consultations publiques, 2 pétitions à l'Assemblée nationale pour la modification de loi sur l'expropriation et la deuxième incluant aussi le nouveau 100 millions que M. Guillaume a mentionné tantôt pour la trame verte et bleue. Donc, on a des alliés parmi les élus. C'est pas toujours le cas, comme disait Massimo ce matin. Il y a 35 maires sur 80 qui sont rendus à se mobiliser. Les 55 autres ne sont pas rendus là. Je ne sais pas si je fais une erreur de calcul, je pense que c'est 45 autres. Donc, ils ne sont pas rendus là encore. Juste pour vous mentionner, nous, le maire de Candiac, où moi j'habite, ça a pris 7 ans avant de le convaincre de préserver le golfe. 7 ans d'heures de bénévolat qu'on a mis là pour réussir à le convaincre. Alors, il ne nous écoutait pas, notre pétition, ça n'avait pas d'importance, c'était 1000 personnes, 2000 personnes, c'est quoi dans Candiac? Ça ne vaut rien. Donc, les élus changent d'opinion quand les citoyens viennent cogner aux portes et insistent. Heureusement, il y en a qui n'ont pas besoin de groupes citoyens. Je regarde dans la ville de Mascouche, ils sont très chanceux, ils ont un maire qui a sauvé leur golfe sans mobilisation citoyenne. Alors, OK. Alors, pourquoi c'est important de préserver les derniers milieux naturels et les golfs dans la CMM? Selon l'étude de la firme Habitat, il reste que 24,9, on va dire 25% de milieux naturels sur le territoire terrestre de la CMM. Et ça, c'est si on inclut les friches agricoles qui en représentent 7%. Donc, cette étude n'a pas inclus les 69 golfs qui couvrent 1,5% de la superficie de ce territoire. Donc, pour atteindre les objectifs de la CDB dans la région du Grand Montréal, 30% de conservation et 20% de restauration, on ne peut pas faire autrement que de préserver tous les milieux naturels restants et tous les golfs. Et on est même à un déficit de 3,5% qu'il va falloir aller chercher, on ne sait pas comment, en débitumisant, je ne sais pas. Alors, je vais juste mentionner que dans le sud du Québec, ça, c'est les domaines bioclimatiques, la zone 1. Montréal se situe dans la zone 1, c'est les rabières à carrier cordiforme. C'est l'écosystème le plus menacé au Québec. Et il n'y a presque pas de milieu naturel protégé là-dedans. Et on peut voir sur cette carte-là qui sont les espèces les plus à risque se situent dans cette région-ci. Donc, c'est un écosystème qui est sur le respirateur artificiel en ce moment. OK? Donc, les obstacles à la préservation des milieux naturels et espaces verts, absence de balises satisfaisantes au niveau des MRC, des municipalités, pour des superficies de parcs, de quartiers, de grands parcs. On parlait tantôt de la règle du 3-30-300. Ça nous prendrait des règles comme ça. Au niveau provincial, on ne tient pas compte de la nécessité de protéger tous les types d'écosystèmes. On a pris la voie de la facilité en 2020 en allant préserver des écosystèmes dans le Grand Nord. On en a besoin, c'est sûr, mais l'urgence est dans le sud pour les espèces menacées. Ensuite, contrairement à la CMM, les autres régions administratives, exemple la Montérégie, okay? Ils n'ont pas de leadership actuellement. Il n'y a personne qui s'occupe d'aller atteindre le 30% dans cette région-là. Les MRC et les villes ne se fixent pas eux-mêmes des cibles. Les OGAC existent depuis 1994
Et même à ça, même si dans les OGAP de 1994, on dit qu'on doit prioriser la densification des centres-villes et des secteurs anciens, on a continué à s'étaler. La qualité des consultations publiques, je vais laisser ça à Yves. La loi sur l'expropriation, évidemment, on en a parlé beaucoup. C'est la dernière, oui. À des exemples de victoire, les groupes citoyens ont réussi des fois, on est très contents. Donc, Coalition verte, Sauvons la falaise Saint-Jacques. Nous, pour la coalition des terrains de golf en transition, on est très contents du RCI sur les golfs. Pour nous, c'est une grande victoire. Alors, merci, je vais laisser la parole à Yves.